Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Ce soir, dans le cadre de notre programme électoral, nous allons parler d'élections et de sécurité. Est-ce que l'élection présidentielle est tenable le 29 juillet prochain, c'est-à-dire dimanche prochain? Alors, pour parler de cette question, nous avons deux invités. Professeur Mamadou Samaké, spécialiste des questions sécuritaires universitaires, et docteur Ali Tunkara, sociologue, également chargé de cours à l'université de Bamako. Alors, je rappelle qu'au centre et au nord du pays où la situation sécuritaire est plus compliquée, nos correspondants, certains d'entre eux, nous feront le point de la situation dans leur localité. Je suis Mohamedou Touré, bienvenue. Le grand dialogue. Alors, nous allons commencer par le constat. Docteur Ali Tunkara, quel est votre constat de la situation sécuritaire et des préparatifs de cette élection présidentielle à ce stade? Merci de la question. Je crois que lorsqu'on parle de la sécurité, il est important de mettre en évidence sa dimension complexe plurielle. La sécurité sous-entend d'abord un état d'esprit, quel état d'esprit se sent dans toute quiétude, lequel état d'esprit se sent dans toutes les conditions d'apaisement, lequel état d'esprit se sent justement dans l'absence de toutes les sources d'inquiétude, de l'absence de toutes les sources justement d'angoisse. Or, si vous regardez un peu aujourd'hui dans le contexte malien, avec une telle insécurité grandissante tant dans les régions du nord que dans le centre du pays, et vous allez vous rendre compte que parler de la sécurité déjà est même une insulte à l'égard de certaines localités. Pour preuve, vous avez quand même des attaques régulières qui sont perpétrées ça et là. S'agissant du préparatif de l'élection présidentielle, certes les campagnes sont menées, mais si vous allez dans certaines localités, par exemple tous les cercles de Douanza, d'ailleurs une bonne partie de la région de Mopti, y compris Gao profond et même Tombouctou profond, beaucoup de candidats n'ont pas pu s'y rendre parce qu'effectivement, l'insécurité est plus que grandissante dans ces localités. En dépit de l'aspect insécuritaire, il faut quand même aussi le rappeler parce que qui parle d'élection, parle d'un État qui serait dans toutes les conditions, dans toutes les commodités pour pouvoir les organiser. Or, dans le contexte malien, effectivement, au regard de ces sentiments d'insécurité, au regard de ces attaques, elles ne sont même pas sporadiques, régulières, effectivement, dont certaines localités font l'objet. Parler d'élections et de sécurité, effectivement, nous amène à poser des questions existentielles. Lesquelles questions ont pour nom, faut-il aller à des élections, étant donné qu'une bonne partie du territoire est sous occupation, ou étant donné qu'une bonne partie du territoire est difficilement accessible pour des raisons liées à difficultés liées à la mobilité justement des populations. Et finalement, on se rend compte que dans le contexte malien, que sommes-nous dans une sorte de minorisation de l'état de l'insécurité, parce qu'il n'est pas tout étonnant d'entendre de la part des différents candidats justement de faire la question sécuritaire quelque chose de marginal, parce que je ne peux pas comprendre qu'on aille aux élections en 2013 en admettant que c'était juste quelques localités qui étaient sous l'insécurité ou qui échapperaient si vous voulez, sous la tutelle de l'État. Mais aujourd'hui, on a quand même une bonne partie du territoire, notamment la région dite centre du pays, qui échapperait également au contrôle de l'État. Est-ce que, dans le contexte malien, il n'est-il pas envisageable dans les années à venir d'organiser des échanges électoraux, étant donné que Kati même est sous contrôle, Kati n'est pas sous contrôle de l'État, ou Kayi n'étant pas également. Donc c'est pour vous dire que cette insécurité, personne ne peut dire que 2013 à aujourd'hui, elle a connu justement, si vous voulez, une sorte d'apaisement, elle a connu une sorte de recul. Donc l'insécurité, elle est le quotidien de pas mal de populations aujourd'hui. S'agissant également de l'élection présidentielle, beaucoup de candidats n'ont pas pu battre campagne dans certaines localités de Mopti, dans certaines localités de Gao, même Kidal. Ce sont des, si vous voulez, ce sont quand même des figurations, lesquelles figurations ne sont que dans les symboliques. En réalité, elles n'aident pas justement à concilier à la fois, si vous voulez, élection et sécurité, parce qu'effectivement, ce sont ces différentes présences à Kidal, effectivement, qui n'étaient que dans les symboliques et non dans des vraies logiques sécurité, et non dans des vraies logiques développementistes. D'accord. Professeur Mamadou Samaké, est-ce que vous pensez que, vu la situation sécuritaire du pays, l'élection présidentielle est tenable le 29 juillet prochain?
Bon, je ne vois pas d'alternative aux élections présidentielles. D'accord, il n'y a pas d'alternative, mais est-ce qu'elle est tenable? Ah oui, elle est tenable. On a quand même fait des élections en Afghanistan, en Irak et en Syrie. L'Afghanistan et le Mali sont quand même différents. Donc, est-ce que le Mali, quand vous constatez les faits, vous voyez que l'élection présidentielle est tenable, vous? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous prouve cela? Ce qui me prouve, il est évident que la liberté d'aller et de venir ne sera pas assurée à tous les citoyens maliens pour cette élection présidentielle, dans la mesure où il y a certaines institutions administratives où l'administration est absente, mais il n'en demeure pas moins que dans une bonne partie du territoire, les préparatifs ont été faits, comment dirais-je, en concertation entre l'administration et la classe politique. Donc, de mon point de vue, si l'on veut transcender les dispositions de la Constitution qui dit que le pouvoir de la République du Mali est fondé sur la Constitution, je ne vois pas d'autres alternatives, quelle que soit la situation. D'accord. Alors, nous allons partir au centre du pays, rejoindre notre correspondant Mamoudou Bokoum qui va nous faire le point de la situation dans la région de Mopti. La situation sécuritaire à Mopti aujourd'hui, on peut dire que ça commence à s'améliorer petit à petit, même s'il y a eu des récentes attaques sur des points stratégiques de la ville. En tout cas, par rapport aux élections, je crois que toutes les dispositions seront prises par les autorités, à en croire le gouverneur de la région qui a fait un cadre de concertation avec les acteurs quand même chargés de la question électorale au niveau régional. Pour l'instant, selon la situation sécuritaire, les dispositifs sécuritaires plutôt, selon ce que le gouverneur nous a dit hier, tout est mise en œuvre pour que les élections puissent être vraiment sécurisées. D'abord, ils ont commencé déjà avec des patrouilles entre les différentes villes. Il y a également des surveillances aériennes qui a déjà commencé selon le général Sidi Alassane Touré. Et bien, à l'encourage également, la majeure partie des bureaux de vote seront sécurisés par quand même des éléments qui vont stationner au niveau des différents centres qui compte la région de Mopti. Il faut le rappeler, la région de Mopti qui compte 3260 bureaux de vote. D'accord. Est-ce que l'élection pourra se tenir partout à Mopti? Est-ce que vous avez des informations par rapport à cela? Ce qu'on peut confirmer déjà dans les chefs-lieux de communes et chefs-lieux de cercle, les élections sont bel et bien tenables. Mais par contre, dans d'autres communes rurales un peu reculées, notamment dans les cercles de Tenenkou, Yuaru, Koro, Bankas, Banyangara, un peu partout à Douanza, même à Guinée également, et d'autres communes du cercle de Mopti, les élections vont être très très difficiles à tenir, à moins que l'on multiplie, dédouble, à moins que l'on redouble d'efforts pour qu'on puisse quand même sécuriser non seulement les centres de vote, mais aussi les électeurs qui ont quand même peur, qui ont peur d'aller quand même retirer leur carte, à plus forte raison d'aller voter. Mais malgré tout, avec le taux de retrait des cartes d'électeurs qu'on a aujourd'hui, 73,96% à la date du 24 juillet, on espère qu'on pourra tenir des élections partout, mais ce n'est pas certain. D'accord. Professeur Mamadou Samaké, vous étiez à Mopti, vous venez d'arriver. Alors, notre correspondant vient de le dire tout de suite, certains habitants de la région ont même peur d'aller retirer leur carte d'électeur, à fortiori aller voter le 29 juillet. Alors, est-ce que vous pensez toujours que l'élection est tenable? Je vous renvoie la question encore. Je ne vois pas d'alternative aux élections. Oui, avant de parler des alternatives, est-ce que l'élection est tenable? Elle est tenable parce que l'élection présidentielle, c'est vrai que la circonscription est unique, c'est l'ensemble du territoire. Donc, l'idéal aurait été que l'ensemble des Maliens puissent participer, si vous voulez, à l'élection de leur président de la République, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Et nous sommes tenus par les délais constitutionnels. Et il n'y a aucune disposition dans la Constitution qui interdit de faire des élections présidentielles. Même si les conditions sécuritaires ne permettent pas de tenir cette élection. Bon, il est évident que, au regard de l'aggravation de la situation sécuritaire qu'on a connue, comme je l'ai dit, la liberté d'aller et de venir
qui est un droit fondamental, ne sera pas assuré à tous les Maliens, mais une grande majorité des Maliens pourront bel et bien voter le 29 juillet. D'accord. Docteur Ali Tunkara, qu'en pensez-vous? Je crois qu'il est important que le professeur précise qu'un nombre important de Maliens qui seraient dans les centres urbains pourraient voter naturellement. Mais lorsqu'on prend le cas de Mopti Profond, par exemple, toute la localité, si vous voulez, de Douanza, même de Soy, effectivement, qui relève aussi de Douanza, vous allez quand même vous rendre compte qu'il y a pas mal de localités qui ne seraient même pas aujourd'hui dotées de cartes d'électeurs, à fortiori que ces cartes soient retirées par les concernés. Donc c'est pour dire qu'il est quand même extrêmement dangereux dans un État-nation qu'on s'inscrive dans des dynamiques aussi, ce que je pourrais qualifier biaisées, parce que moi je ne peux pas admettre qu'on résume le Mali à des centres urbains. On sait pertinemment qu'un nombre important de Maliens seraient des ruraux. Donc je ne vois pas en quoi peut-on continuer justement à rendre cette insécurité aussi marginale, étant donné qu'un nombre important de nos concitoyens aujourd'hui ne cherchent qu'à manger, ne cherchent qu'à boire, ont même du mal. Il revient beaucoup sur le mot mobilité. Moi, je me demande comment peut-on parler de la mobilité d'une localité de Mopti à une autre localité, d'une localité de Gao à une autre, d'une localité de Kidal à une autre, hormis les centres urbains, s'il y a aujourd'hui un dénominateur commun pour toutes les zones concernées par l'insécurité dans le contexte malien, c'est cette difficulté que pour les acteurs à se mouvoir. Toutes les foires sont quasiment aujourd'hui à l'arrêt parce que les forains peinent à se mouvoir. Aujourd'hui, le transport dans ces différentes localités est quasi chaotique parce qu'effectivement, l'insécurité est plus que grandissante. Moi, je pense qu'une des conditionnalités d'un scrutin, c'est que les acteurs arrivent à se mouvoir. Or, aujourd'hui au Mali, cette mobilité, elle n'est qu'urbaine. Hormis, effectivement, les régions qui ne seraient pas concernées par l'insécurité, notamment Kaï, Sikasso et d'autres. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'il est extrêmement grave, voire insultant, à l'égard de ces populations aujourd'hui qui demandent à l'État central qu'elle les sécurise, qui demandent à l'État central, en tant que fonction régalienne justement, de leur permettre de retrouver ce sentiment de quiétude, de retrouver justement de ce sentiment d'antan. D'ailleurs, ces localités concernées aujourd'hui par l'insécurité peinent même à asseoir leur propre survie, à fortiori de parler d'élections, il le sait pertinemment. Pourquoi la mouvance présidentielle n'a pu se rendre à Douanza pour battre campagne? Elle connaît la raison de cette mouvance présidentielle. Pourquoi cette mouvance présidentielle, beaucoup de localités aujourd'hui concernées par l'insécurité, elle n'osera même pas d'y rendre. Donc c'est pour vous dire qu'il est quand même extrêmement important dans le contexte malien qu'on sorte si vous voulez, de cette philosophie qui consisterait à résumer ou à réduire les Mali à ces seuls centres urbains. Je crois qu'il est quand même extrêmement grave au regard de l'état d'insécurité que nous assistons tant dans les régions dites nord que dans les régions dites centre du Mali. Donc je crois que fondamentalement, l'insécurité, elle peut ne pas empêcher ou provoquer le report de l'élection présidentielle, mais ça va être une élection plus qu'hypothéquée, une élection plus que sabotée, parce qu'une bonne partie de la population ne pourrait pas effectuer le choix électoral. Et par le simple fait que cette bonne partie, justement, elle vit sous si vous voulez, un climat d'angoisse. Une population qui ne cherche qu'à boire, une population qui ne cherche qu'à manger, qu'à cultiver en cette période d'hivernage. Parler d'élection à cette population, à mon entendement, on n'a vraiment pas d'égard, on n'a vraiment pas d'estime à son égard. Je crois qu'il est extrêmement important. Vous pensez qu'on ne devrait pas organiser l'élection en ce moment? L'élection présidentielle, dans le contexte d'insécurité actuelle au Mali, elle n'est pas du tout organisable si l'on s'en tient au caractère républicain de l'État. Mais si on accepte justement d'admettre que le Mali ne comprend que ces centres urbains, naturellement, l'élection, elle peut s'éteindre. Moi, je pense que ce n'est pas la faisabilité. Ce sont plutôt les conditionnalités dans lesquelles cette élection présidentielle va s'éteindre. Je crois que fondamentalement, en toute objectivité, qu'on soit de la mouvance présidentielle, qu'on soit de l'opposition, aujourd'hui, si ces différentes localités où règne l'insécurité ont quelque chose à reprocher aux Maliens qui ne seraient pas sous l'insécurité, c'est de dire franchement, vous avez du mal à nous sentir en tant
que Maliens, vous avez du mal justement à nous concevoir en tant qu'une partie de nous. Mais nous les voyons en tant que vous et nous. Donc je crois que fondamentalement aujourd'hui, nous sommes dans cette polarisation, nous et les autres qui seraient dans l'insécurité. Donc à chaque fois qu'on apporte des éléments d'analyse aussi consistants, certains penseraient qu'on est contre le régime. Je crois que fondamentalement, la question d'insécurité dans le contexte malien, elle dépasse les champs politiques. Il est extrêmement important qu'on sorte justement de nos clichés, qu'on sorte justement de nos logiques, si vous voulez, calculatrices, d'aller vraiment vers le réel. Quel réel a pour nom aujourd'hui dans l'état actuel des choses? Tenir une élection présidentielle au Mali est une insulte vis-à-vis des régions qui seraient concernées par l'insécurité. D'accord. Professeur Mamadou Samaké, êtes-vous d'accord avec Dr Ali Tounkara? Bon, je crois qu'il est dans l'idéal. Hein. Et moi, en matière de sciences politiques, je suis un peu plus pragmatique. On ne saurait confondre un référendum constitutionnel à une élection présidentielle. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'alternative à ces élections présidentielles. C'est justement parce que cette situation d'insécurité est invivable qu'il faut aller aux élections pour qu'un consensus national puisse se faire autour du nouveau pouvoir qui va sortir, si vous voulez, de ces élections, pour mettre tout en œuvre pour recouvrer l'intégralité de notre souveraineté sur l'ensemble du territoire. D'accord. Nous allons rester dans le centre du pays toujours. Notre correspondant à Yuwaru, Bamoy Kébé, est en ligne. Bamoy Kébé, bonsoir. Bonsoir, M. Touré. Quelle est la situation sécuritaire et l'état des préparatifs de l'élection présidentielle à Yuwaru? Bon, la situation sécuritaire, pour le moment, vraiment la zone est stable, la zone est calme. Par rapport à votre question, je crois que oui, les élections présidentielles sont bel et bien tenables dans le cercle de Yuwaru, étant donné que quand on essaie de faire référence au retrait des cartes électorales, on voit qu'à la date d'aujourd'hui, Yuwaru est à quelques 52-53% de retrait des cartes d'électeurs. Mais je signale que depuis l'ouverture de la campagne présidentielle à Yuwaru à la date du 7 juillet 2018, les campagnes, les différents partis politiques qui font des campagnes ici à Yuwaru ne se limitent que dans la ville de Yuwaru. Parce que les gens ont peur vraiment de sortir de la ville parce que c'est la ville de Yuwaru qui est sécurisée par les forces armées de défense et de sécurité ici à Yuwaru. Donc, les partis politiques, les responsables des partis politiques, je n'ai pas vu jusqu'à la date d'aujourd'hui un parti politique qui a osé sortir pour aller faire campagne dans les autres communes. Parce que Yuwaru est composé de 7 communes. 7 communes constituent le cercle de Yuwaru. Donc, toutes les campagnes se limitent ici seulement à Yuwaru-ville. Vous voyez, donc, je ne peux pas vous dire que je crois bien que, avec l'implication de l'administration, puisque le préfet nous affirme que des préparatifs sécuritaires sont en cours et même les jours des élections, tous les jours du scrutin, que certaines communes, toutes les communes d'ailleurs, toutes les communes du cercle de Yuwaru seront bien sécurisées par nos forces de sécurité et de défense. D'accord. Professeur Mamadou Samaké, vous venez d'entendre Bamoy Kébé qui vient de faire le point de la situation. Les candidats qui se sont rendus à Yuwaru se sont juste limités dans le cercle et ont eu peur de se rendre au niveau local. Alors, est-ce que vous pensez que ces différentes localités où les gens ont peur de se rendre pourront voter le 29 juillet? Vous m'amenez à me répéter. J'ai dit dès l'entente de mes propos que la liberté d'aller et de venir ne sera pas assurée à tous les Maliens. Donc forcément, tous les Maliens ne pourront pas participer à cette qui consiste à l'élection de leur président de la République. Mais il n'en demeure pas moins. Est-ce que les autorités du pays ont fait ce qu'il fallait faire pour que ces Maliens puissent voter le 29 juillet? Oui, mais ça, c'est une autre question. Oui. Est-ce que toute la classe politique, par rapport aux questions sécuritaires, a été derrière les autorités? Parce que je sache, l'article 28 de la Constitution dit les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, mais dans le respect des principes de la démocratie, de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire. Mais Monsieur Samaké, qui doit assurer la sécurité des Maliens? Ben, c'est le gouvernement. D'accord. Est-ce que le gouvernement a...
pris les mesures qu'il fallait. Non, nous sommes dans une guerre asymétrique, monsieur. D'accord. Où c'est pas le gouvernement. Plus que jamais, la coopération civilo-militaire est nécessaire. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes très armés que vous arriverez à vaincre les terroristes. Il faut beaucoup plus développer le renseignement, tant du côté militaire, mais beaucoup plus de coopération entre civils et militaires pour pouvoir venir à bout de cette guerre asymétrique qu'aucune armée du monde, puisse sa puissance, n'a pu vaincre pour le monde. Alors, qui est responsable de cette situation? Tout l'ensemble du peuple malien. N'oubliez pas que le citoyen est d'abord le premier État. Notre constitution commence par quoi? Les droits et devoirs du citoyen, de l'État et de la souveraineté vient après. Donc c'est notre responsabilité à tous. Donc, êtes-vous en train de dire que les autorités maliennes, vu la situation, n'ont pas les moyens qu'il faut pour pouvoir assurer la sécurité des Maliens? À eux seuls blancs. Pardon? Il faut être conséquent avec soi-même à eux seuls blancs. Regardez, aujourd'hui, il y a la force Barkhane au Mali. Il y a la MINUSMA, il y a la SEMA, il y a la plateforme. Alors comment voulez-vous que dans un tel contexte, une armée républicaine puisse se mouvoir malgré toute cette assistance? La situation sécuritaire demeure. C'est dire qu'elle dépasse les possibilités du Mali à lui seul. Mais n'est-ce pas les autorités maliennes qui doivent réunir ces conditions-là? Mais je vous ai dit que c'est la mission régalienne de l'État d'assurer la liberté d'aller et de venir. Mais il faut faire le moyen de sa politique. Docteur Ali Tounkara, que pensez-vous de cette analyse du professeur Samake? Alors, je crois que s'il y a un élément important à mettre en relief au regard de son analyse, celle du correspondant, on s'accorde à dire qu'effectivement, seule la ville de Yuwaru a été justement touchée par les différents candidats. Et cela a été un témoignage éloquent, justement, du fait qu'on a peu d'estime vis-à-vis du monde rural. Comment peut-on résumer un cercle qui comprend au moins 7 communes? Les différents politiques ne se rendent que dans les chefs-lieux. Donc cela est un témoignage justement tout à fait sans équivoque que l'insécurité au regard de cette élection présidentielle, elle compromet sérieusement la bonne tenue d'une élection qui serait crédible et transparente, parce que du moment où on peine déjà à se rendre pour battre campagne, comment peut-on se rendre au jour du scrutin? Au-delà justement de cette capacité qui manque cruellement aux acteurs de se mouvoir, il est quand même extrêmement important, au terme de l'analyse du professeur, de mettre en relief 2 éléments importants. Le premier élément, cette question de la responsabilité. Moi, je ne peux pas attribuer l'état d'insécurité à l'apprenti Sotraman ou aux mendiants ou aux talibés. Je crois qu'il faut qu'on soit clair avec cette question de redevabilité. De 1960 à aujourd'hui, des hommes et des femmes qui ont occupé des postes de responsabilité sont connus de tout le monde. Et moi, je ne peux pas admettre qu'on continue à dire que sommes-nous tous responsables de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on m'a confié en termes de responsabilité et que je dois rendre compte aux Maliens? Et il est quand même important de se dire que des hommes et des femmes ont été désignés pour exercer des fonctions précises, lesquelles fonctions étaient censées assurer la quiétude, lesquelles fonctions étaient censées justement propulser tous les efforts du développement. Mais justement, ce sont ces hommes et des femmes qui incarnent l'État dans ces différentes localités, qui n'ont pas été orthodoxes dans le remplissage des fonctions qui sont les leurs. Il est extrêmement important que cette question de redevabilité soit démise sans équivoque. Un deuxième aspect qu'il faut d'emblée écarter quand on veut réellement saisir le phénomène d'insécurité, c'est de se remettre à Dieu. Il est quand même extrêmement grave dans un état sérieux, lorsque sommes-nous confrontés par l'insécurité, au lieu de se questionner sur des raisons profondes de cette insécurité, de se questionner sur des raisons profondes justement de ce sentiment justement d'insécurité, nous allons tout remettre au compte de Dieu. Il est quand même extrêmement important de savoir que s'il y a une distinction nette qu'on pourrait faire entre un homme et un animal, c'est cette capacité qu'a l'individu justement à pouvoir se projeter, c'est cette capacité qu'a l'individu justement à pouvoir s'assumer une fois que les actions sont posées. Mais dans le cas malien, vous comprendrez aisément avec moi
personne n'est responsable. L'insécurité au centre, tout le monde est responsable. L'éleveur, il est responsable. L'agriculteur, il est responsable. L'administration judiciaire, quel doit être son rôle? Les forces de sécurité et de défense, quel doit être leur rôle? Justement, ce sont ces acteurs d'abord qui ont cette fonction régalienne à remplir. Les populations viennent en aide. Mais comment voulez-vous qu'une population coopère avec des forces, lesquelles forces ne font que les spolier, lesquelles forces ne font que justement les racketter? C'est cela justement que le professeur doit avoir le courage de les dénoncer. Pour le cas précis du centre du Mali... C'est le cas au centre du Mali? Incontestablement, je ne parle pas dans le vide. J'avance un argumentaire qui a pour fondement plusieurs missions que j'ai effectuées avec eux dans cette localité qui est la région de Mopti. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, que vous soyez à Douanza, que vous soyez à Boni, que vous soyez à Koro, si tous les acteurs ont quelque chose à reprocher à l'État central, justement, c'est son incapacité, justement, à distribuer de façon équitable tous ces services sociaux de base. Vous allez dans des localités à Mopti où les gens peinent à accéder à l'eau potable. Justement, est-ce une telle insuffisance incombe qu'on faute à l'apprenti autrement? Moi, je dirais non. Vous avez des localités où les gens peinent à avoir des infrastructures de santé adéquates. Est-ce c'est l'enseignant qui est affecté par sa municipalité qui est responsable de cela? Je dirais non. Il y a des acteurs, effectivement, qui sont payés pour ce faire et lesquels acteurs n'ont même pas s'inquiété parce qu'ils n'ont pas suffisamment bien rempli les fonctions qui sont les leurs. Donc c'est pour vous dire que cette absence de redevabilité dans le contexte malien ne fait qu'endormir la population. Il est quand même absurde de continuer, si vous voulez, de brandir l'argumentaire selon lequel sommes-nous tous responsables de l'insécurité au Mali. Franchement, on se moque de qui? De 1960 à aujourd'hui? Est-ce que connaissons-nous les acteurs qui ont eu justement à prendre la destinée de cet État? On les connaît pertinemment. Est-ce que ces acteurs qui ont fait l'objet à des pratiques non orthodoxes se sont inquiétés à un moment donné de leur trajectoire? Pas du tout. Est-ce que ces policiers, ces gendarmes, ces juges qui ne font que racketter les populations à Mopti, à Gao, à Kidal, se sont inquiétés un jour? Non. Est-ce que, c'est cela la responsabilité. Est-ce que cette hiérarchie militaire qui est censée justement doter ces éléments a été inquiétée parce qu'elle a manqué à ses droits et à ses devoirs? Aucunement. Donc c'est pour vous dire que dans le contexte malien, cette absence cruelle de responsabilité fait que nous assistons à un désordre sans précédent à tous les niveaux. Personne n'est responsable. Vous allez vous rendre demain dans un hôpital, dans un centre de santé, même dans une école, vous allez vous poser des questions aussi basiques. C'est ce renvoi permanent à autrui que vous allez assister. Donc c'est pour vous dire qu'un État qui peine à situer ses responsabilités, un État dans lequel la culture de la redevabilité est absente, comment voulez-vous que cet État sorte de l'ornière? Moi je pense que si l'idéal y a, c'est justement, ce sont ces acteurs qui continueraient à responsabiliser tout le monde et à ne pas situer les responsabilités qui seraient plutôt dans l'idéal, mais moi plutôt je suis dans le formel. D'accord, nous allons partir au nord du Mali, à Ménaka, notre correspondant Mohamed Ag Issa Feitan qui va nous faire le point de la situation dans la région de Ménaka. Mohamed Ag Issa Feitan? Oui, allô, je suis là. Bonsoir. Alors, quel est le point de la situation sécuritaire et celui des préparatifs de l'élection présidentielle à Ménaka? Ok, merci beaucoup, Touré. Ménaka, d'abord, il faut rappeler que Ménaka, c'est 50 410 hectares pour 153 bureaux de vote. Donc, il n'y a pas longtemps, j'étais en communication avec les préfets qui m'ont confirmé 92%, je précise, hein, de carte d'électeurs. Donc, ce qui veut dire que de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Maintenant, par rapport au problème de sécurité, je voudrais ici rappeler certains chiffres. Il n'y a pas longtemps, 20 morts à Zimbabwe, les 12 morts de Jangaldan, n'est-ce pas, des braquages à travers la ville de Ménaka. Donc, les conditions sécuritaires sont très, très difficiles. Et malgré, en tout cas, la présence des FAMA, Barkhane, MINUSMA, mouvements armés. Mais les autorités en place sont optimistes quant au déroulement de ces élections à travers toute la région. Je rappelle également que Ménaka n'est pas région pour ces élections,
mais Ménaka est un cercle de chaos, en tout cas par rapport à ces élections. Donc par rapport aux conditions, tous les bureaux de vote, d'après ce qu'on m'a confirmé, sont déjà prêts à être acheminés dès le samedi matin sur les lieux d'implantation. Et comme vous le savez, la ville de Ménaka, il n'y aura pas de problème. L'élection peut se tenir très bien. En Dramboukan, ce serait la même chose. Mais il y a quand même des contrées, il y a des cités où ce serait très difficile. Et même si les autorités affichent un certain optimisme, ce serait très difficile de tenir ces élections sur certains sites où il n'y a presque personne. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas maintenant si ces personnes vont se déplacer ou bien qu'est-ce qui va se passer. Il y a également les problèmes de pluie que le professeur Tiansigo vient d'évoquer. Vous savez, s'il plaît beaucoup sur la route en Sangwe-Menaka, les camions font souvent 3 jours. L'autre phénomène qu'il faudrait rappeler, c'est qu'aucun candidat, les 24 candidats, aucun n'est allé à Menaka et pourtant ils étaient à Kidal tout près. Donc, vous voyez, donc ça n'encourage même pas peut-être les populations à aller en tout cas voter. Donc, voici un peu la situation à Menaka, en tout cas pour le moment. D'accord. Alors, merci Mohamed Ag Issa Feitan pour ce point. Concernant Menaka, nous allons partir à Tombouctou où nous allons retrouver notre correspondant Boubacar Djité pour nous faire le point de la situation dans... Alors, Monsieur Boubacar Djité n'est pas encore disponible. Professeur Samaké, vous venez de l'entendre encore une fois de plus. La situation sécuritaire est toujours compliquée à Menaka, surtout quand on sait qu'aucun candidat ne s'est rendu sur place, selon tout de suite Mohamed Ag Issa Feitan, et que la situation sécuritaire reste toujours compliquée. Mais vous estimez que les élections doivent se tenir malgré cette situation, c'est ça? Mais ce n'est pas le référendum, la Constitution est claire. Non, nous parlons de l'élection présidentielle. Le référendum, c'était il y a longtemps. Vous avez laissé le professeur Soukara. Ne soyez pas partiel dans le débat. Allez-y. Développer ses arguments. Allez-y. Vous me laissez aussi développer mes arguments. J'ai dit on ne peut pas confondre référendum constitutionnel à élection présidentielle. Il est précis dans la Constitution que quand une partie de l'intégrité du territoire est atteinte, il n'est pas possible de faire le référendum constitutionnel. Mais nulle part dans le texte constitutionnel, il est écrit qu'il n'est pas possible de faire l'élection présidentielle malgré la situation sécuritaire. Vous prenez des exceptions dans un ensemble. Des exceptions. Vous pensez que c'est des exceptions? Non, le Mali aujourd'hui, c'est 55 selfs. Vous avez parlé de combien de selfs? Est-ce que le Mali doit s'arrêter de vivre parce que, alors, il y a l'insécurité dans ces régions? C'est justement en légitimant les pouvoirs qu'on pourra vaincre cette insécurité dans ces régions. Le contraire nous amènerait, si vous voulez, dans les circonstances, situations que nul ne peut présager. Donc, c'est de nous divertir. Et alors, il a parlé de redevabilité. Justement, où est-ce que nous étions? La redevabilité n'est pas d'attendre que ceux qui sont au pouvoir rendent des comptes. La redevabilité, c'est être un bon citoyen et de demander des comptes régulièrement. Avons-nous fait cela? L'outil militaire s'est dégradé devant nous tous. Avons-nous interpellé? C'est ensemble que nous pourrons changer la situation. Il est facile, oui, de 60 à aujourd'hui. Mais de 60 à aujourd'hui, notre outil militaire n'est pas comme ça. Tout le monde sait comment, quand est parti, l'outil militaire a commencé à se dégrader. C'est nous-mêmes, volontairement, qui avons accepté sous-traiter notre sécurité. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Nous parlons de l'élection présidentielle. Je ne vois pas d'alternative à ces élections présidentielles. Au contraire, elles contribueront à renforcer, si vous voulez, les institutions qui en sortiront pour pouvoir ensemble vaincre cet état de fait pour que le Mali reste debout. Mais en quoi l'élection présidentielle va changer quelque chose dans la situation sécuritaire du pays? Ben, si les gens sortent massivement, le pouvoir qui en sortira sera légitime et sera fondé, si vous voulez... Mais celui-ci n'est-il pas légitime? Pardon? Celui-ci en cours n'est-il pas légitime? Quand vous dites que si les gens sortent massivement pour voter, le pouvoir qui en sortira sera légitime. Est-ce que le pouvoir en cours n'est pas légitime? Mais qui l'a dit? Mais le mandat, c'est de 5 ans. Ok. C'est 5 ans, non, le mandat. Il est au terme de son mandat. Il faut renouveler.
Et maintenant, donc le pouvoir qui va venir, qu'est-ce qu'il va pouvoir changer dans la situation sécuritaire? Qu'est-ce que l'élection va changer concrètement? Mais qu'est-ce que l'élection va changer? L'élection va changer beaucoup de choses. Comme? Parce que le fait que nous ayons tous conscience, il a parlé de réservabilité. Si moi, depuis 92, je suis dans la citoyenneté. Je me bats à ce que le Malien sache qu'il est contribuable et qu'il doit demander les comptes. Expliquez déjà ce rôle du citoyen pour que les auditeurs puissent le comprendre. Le rôle du citoyen, à travers les différentes associations, ils peuvent interpeller leurs élus à la nation, qui ont comme devoir constitutionnel celui d'interpeller les pouvoirs publics et de contrôler l'action du gouvernement. Est-ce que nous le faisons? À travers nos différentes associations, nous subissons parce que nous n'avons pas conscience que nous sommes des contribuables. D'accord. Professeur Samaké, vous êtes en train de dire que le citoyen ne joue pas son rôle. Et également, Dr Ali Tunkara a parlé de cette collaboration entre, par exemple, les forces de sécurité et la population. Donc, selon vous, pourquoi la population ne collabore pas avec les forces de sécurité? Bon, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela. Ceux qui ont collaboré, vous savez, dans les grandes armées à travers le monde, quand vous donnez les informations, vous donnez les renseignements, vous êtes protégés. Et le fait que notre outil de défense n'arrive pas à protéger les gens, et ceux-là qui ont donné les informations ont soit perdu leur vie ou ont été enlevés, fait que les gens ont une certaine crainte. C'est pourquoi il faudra que chaque Malien dise que, en fait, il est un soldat de la République. C'est l'article 22 de la Constitution. La défense de la patrie est un devoir pour tous. Donc, donner l'information, même s'il est en insécurité, en sachant qu'il peut mourir. Mais qui l'a dit? Je ne suis pas journaliste, mais je suis tout comme. Je ne peux pas dire ce que vous voulez. Non, pas du tout. C'est pour ça que je vous pose la question pour que vous puissiez éclaircir. Il faut renforcer la citoyenneté. Et si vous voulez mettre une grande partie du budget national au profit des forces de défense et de sécurité réorganisées, en termes de renseignement, en termes de protection des populations, en termes de protection de ceux qui donnent l'information, pour avoir un outil à même d'assumer sa mission régalienne de défense des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire, et qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'accord. Est-ce que les autorités ont fait cela? Ils font ce qu'ils peuvent. Il y a quand même l'amunissement, 12 000 hommes, Barkhane, près de 1000 hommes sur le territoire malien. La SEMA, la plateforme, avons-nous pu? D'accord, professeur Samaké. Alors, Boubacar Djitey est en ligne, notre correspondant à Tombouctou. Boubacar Djitey, le point de la situation sécuritaire et des préparatifs de l'élection présidentielle à Tombouctou. Boubacar Djitey. Bonsoir, M. Touré. Oui, bonsoir. Bon, le point de la situation sécuritaire est stable en ce moment où je vous parle. Suite, s'il faut faire narration, suite aux événements, aux malheureux événements qui se sont succédés depuis hier soir jusqu'à ce matin, on peut dire que la situation est calme. Puisque hier soir, 3 pick-up ont été brûlés sur la route Fort-Robert. Bien avant ça, il y a eu des braquages, dont le lundi soir, la nuit du 23. Ils ont braqué des bandits armés, 4 hommes inconnus armés ont braqué la pharmacie qui se trouve tout juste à Fariobu. Suite à ça, le gouverneur de deux régions, c'est-à-dire le gouverneur de Tombouctou et de Taoudani, ont bien voulu concerter les responsables de différentes communautés qui sont celles de Tombouctou et celles de Taoudani pour trouver une solution à ce problème. Et concernant ce même problème, par coïncidence, le ministre de la réconciliation de la cohésion sociale était présent dans la salle aux côtés des deux gouverneurs. D'accord, mais est-ce que la population est rassurée par rapport à la tenue de l'élection présidentielle le 29 juillet, la population de Tombouctou?
Oui, la population de Tombouctou, si on se réfère au retrait de cartes d'électeurs, la population racinée. Puisque depuis ce matin, j'ai oublié, depuis que ces événements ont commencé, l'armée n'a cessé de maîtriser la situation, de calmer les protagonistes, c'est-à-dire les deux communautés qui croient que c'est quelque chose de deux communautés blancs et noirs. C'est loin de ça. Comme le gouverneur Koina Aga Hamadou lui-même a si bien dit sur le terrain, il dit que ce n'est lié à aucune chose, mais c'est des erreurs. D'accord. Il y a des erreurs, il faut trouver la solution. Merci Boubacar Dité. Alors, docteur Ali Tunkara, face à toute cette situation, que faut-il faire pour que l'élection présidentielle puisse se tenir en toute sécurité le 29 juillet? Bon, je crois que aucunement, je ne suis pas pessimiste, mais lorsqu'on veut être optimiste à ce stade, je crois que l'optimisme il doit être prudent au regard de l'insécurité. Très rapidement, deux éléments m'ont paru importants au regard de ces deux analyses. Le premier élément, l'élection présidentielle, elle ne changera rien quant au quotidien des Maliens. Pour preuve, effectivement, s'il s'agit de la légitimité, s'il s'agit justement d'un quinquennat qui a bénéficié de la confiance de l'électorat, nous avons un quinquennat en face, effectivement, qui est cela. Alors, mais ce quinquennat, effectivement, peine à apporter des réponses satisfaisantes aux demandes sociales légitimes. Le second élément qui me paraît important au regard du reportage du correspondant, d'ailleurs il l'a dit, moi je pense qu'il faut qu'on sorte de ce déni de l'évident. Si le gouverneur, naturellement c'est son rôle en tant que représentant de l'État, de nier tout référent racial, de nier tout référent communautaire. Mais on ne peut jamais apporter des solutions durables à une problématique qui serait biaisée. Moi, je pense qu'en toute objectivité, pour le cas de la région de Tombouctou, la question de distinction au terme de la peau ou de l'appartenance ethnique est une évidence. Il faut qu'on ait le courage de dire qu'à Tombouctou, quand on est noir, nous ne bénéficions pas du même traitement quand on est arabe ou tamashek. Nier cela, c'est de déplacer le centre de gravité du problème et non de l'apporter des solutions. Je crois qu'il est extrêmement important qu'on sorte de ces carcans politiques, qu'on sorte de ces, je ne dirais pas de mensonges, mais en tout cas, qu'on sorte de ces dénis de l'évident, parce que ça ne nous aide pas justement à apporter des solutions durables à nos problématiques. La question, si vous voulez, de hiérarchisation ethnique est une évidence tant à Mopti qu'à Tombouctou, même dans notre localité également du Mali. Mais pour le cas précis de Tombouctou, il est quand même important pour ceux qui ont séjourné à Tombouctou, même un simple passant, il peut se rendre à l'évident qu'à Tombouctou, sommes-nous dans des référents communautaires, sommes-nous dans des référents qu'on pourrait qualifier du racial. Donc c'est pour dire que si nous continuons à succomber au charme du discours politique, si nous continuons à succomber justement à ces mirages d'un État-nation soudé qui serait capable de gommer les singularités, sommes-nous loin des solutions. Que faut-il faire? Donc, concrètement, dans le contexte malien, franchement, si on me demande de proposer des solutions durables, moi je dirais, c'est carrément d'annuler l'élection présidentielle, justement, et de chercher de nouveaux Maliens. Parce que moi, je pense que tous ces acteurs aujourd'hui... Vous pensez que l'élection présidentielle du 29 juillet doit être annulée? Elle va se tenir, mais elle doit être annulée, justement, si l'on tient au caractère laïque de l'État, si l'on tient, justement, au caractère républicain de l'État, surtout, si l'on croit à cette question d'égalité dont la Constitution, dans son préambule d'ailleurs, en parle entre tous les citoyens du pays. Franchement, l'égalité et l'équité aujourd'hui sont quasi absentes. D'accord. Professeur Mamadou Samaké, pensez-vous aussi qu'il faut annuler l'élection présidentielle? Absolument pas. Ce qui est regrettable, c'est que nous avons tous assisté à ce communautarisme en lien avec les aspirations de développement culturel de telle ethnie, alors que les pères fondateurs de cette nation n'ont jamais voulu inscrire sur la carte d'identité l'ethnie. Et quelle solution proposez-vous pour que l'élection puisse se tenir le 29? L'élection ne pourra pas, il faut ouvrir les yeux, se tenir sur l'ensemble de ces circonscriptions. Mais s'il arrive à se tenir sur la majorité des circonscriptions, ensemble, conjuguons nos efforts pour que le Mali ait un État fort. D'accord, merci.
Professeur Mamadou Samaké et Dr Ali Tunkara, nos invités pour ce débat qui réfléchissait sur la situation sécuritaire en lien avec l'élection présidentielle qui doit se tenir le 29 juillet prochain. Merci également à nos correspondants Mamoudou Bokoum de Mopti, Bamoy Kebe de Yuaru, Boubacar Dité de Tombouctou et Mohamed Ag Issa Feitan de Menaka. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani, mise en onde assurée par Gagny Kanté, à la régie vidéo Mamadou Ouattara. Merci de l'avoir suivi. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.